Salut à tous et bienvenue pour le 152e numéro d'Enjeu Capital, il me semble. Je vois que Yacine Lacaisse, je suis dans le vrai. Bienvenue à vous, bienvenue dans Enjeu Capital, le podcast qui débriefe l'actualité du Paris Saint-Germain et aussi ses matchs. Alors aujourd'hui, pas de match évidemment. On va juste revenir sur le tirage au sort. Pour ceux qui ont regardé le podcast de lundi, ils se sont aperçus qu'on avait commencé à débriefer le tirage au sort, on l'avait fait juste après le premier tirage, donc c'était Manchester United. Et puis pendant le podcast, on s'est rendu compte que le tirage était nul et non avenu et qu'il devait être refait une heure plus tard. Et on n'avait pas eu le temps de parler de ce tirage. Et le tirage, évidemment, ce sera le Real Madrid et non plus Manchester United. Donc, on va pouvoir faire le vrai débrief du vrai tirage avec mes deux camarades du jour, Yacine Amned, coach Yass. Comment ça va? Salut à tous, ça va, merci. Toujours pas de lunettes? Non, toujours pas. Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as un problème de mutuelle, amigo, ou quoi? Non, je suis même pas allé voir. Tu regardes trop de matchs. En plus, t'as retiré les deux maillots du PSG derrière. Je suis déçu. Je crois qu'il a changé de pièce. Ouais, c'est ça, je suis dans la chambre de ma fille. Ouais, maintenant, je connais la part de Yacine sans jamais y être, je le connais par cœur. C'est grave. Et notre deuxième camarade avec la jolie casquette PSG vissée sur le crâne, c'est notre ami Clément Pernias. Salut Clément, comment tu vas? Salut les amis, ça va très bien, très bien. Très bien. Ouais. Bon, on fait une aparté rapide parce que Yacine il s'en fout complètement, mais c'est un scandale cette finale de Koh-Lanta. Oh là là. Non mais tu te rends compte, est-ce que finalement le scandale Koh-Lanta n'est pas plus gros que le scandale du tirage au sort de la Ligue des Champions? Je pense que c'est la semaine des scandales en fait. Parce que là, c'est vraiment lundi le tirage, mardi Koh-Lanta et dimanche, un peu la F1 aussi. Ouais, la F1, dimanche la F1, exactement. Mais il n'y avait pas trop de scandales dimanche, c'était plus la semaine d'avant. Ouais, enfin si, il y a eu le... Ouais. Bon, après chacun dira ce qu'il veut, mais ouais, hier soir, Mousse, déçu de la tournure des événements, déçu d'avoir gâché la fête, déçu pour Claude qui avait gagné Koh-Lanta et qui ne pourra pas l'avoir gagné du coup. Oui, parce que c'est lui qui l'a gagné, Clément. Ouais, c'est lui. Ouais. Mais on les retire. C'est un long débat, dommage que Cédric ne soit pas là pour... Alors, en fait, pour que vous sachiez, peut-être qu'il viendra pendant le podcast, Cédric, l'ancien aventurier de Koh-Lanta, très grand supporter du PSG, devait débriefer avec nous. Alors peut-être une panne de réveil ou un problème de dernière minute. Nous n'avons pas de nouvelles, Cédric. Écoute, si tu es là, rejoins-nous. On voudrait bien débriefer Koh-Lanta avec toi, t'as vu? Allez, on referme la parenthèse Koh-Lanta. C'est vrai qu'on est des grands fans, avec Hugo, Clément et moi-même. Yacine un peu moins, beaucoup moins même. On va le convertir. On va le convertir. J'ai essayé de trouver des solutions, des replays à 3h du matin parce qu'il dort jamais. Vu ce qui s'est passé hier, tu risques pas de me convertir. Non, toi, tu es un grand sportif, on va t'inscrire, toi. D'ailleurs, il y a eu un très grand Yacine dans l'histoire du Koh-Lanta. Très grand aventurier, Yacine. Il avait sa place dans le Koh-Lanta des légendes. C'est un peu la même dégaine que Yacine le nôtre. Mais c'est vrai, il y a une ressemblance, c'est vrai. Allez, on referme définitivement la page Koh-Lanta. Et donc, on va revenir sur le tirage qui a eu lieu lundi, donc après un imbroglio lors du premier tirage. L'UEFA n'avait pas d'autre choix que de refaire le tirage. Et du coup, le PSG n'hérite plus de Manchester United, qui était selon nous un meilleur tirage que celui du Real Madrid. Et là, c'est une autre histoire. Messieurs, pour débuter, peut-être je vais donner la parole à Clément d'abord. Alors, Clément, ce tirage, le Real Madrid, mieux, pas mieux que Manchester, ça fait peur, c'est le pire tirage. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Clément? Déjà, faut pas partir dans l'état d'esprit d'avoir peur, parce que sinon, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Malgré tout, on a quand même des armes. On débriefe les matchs du PSG depuis le début de saison et on sait tous que le niveau est assez médiocre, mais malgré tout, pour la Ligue des Champions, on a quand même des armes. Donc la peur, moi, c'est un mot que j'ai envie d'un peu de bannir, parce que sinon, on n'y arrivera pas. En revanche, c'est assez juste de dire que c'est un moins bon tirage, plutôt qu'un pire, un moins bon tirage. Dans tous les cas, vu le panorama qu'on avait, il y avait que des gros adversaires quasiment. Il y avait très peu de... Voilà, le seul adversaire accessible, c'était Lille, mais Lille est un club français, donc on pouvait pas les jouer. Là, Manchester, c'était à peu près le plus favorable. Bon, tant pis. Et le Real Madrid. Alors moi, le Real Madrid, je l'avais classé dans les deux pires adversaires avec Liverpool.
parce que le Real, alors déjà Liverpool parce que pour moi ils sont injouables. Jouer un match retour, moi j'ai été à Anfield. Jouer un match retour à Anfield, c'est injouable. C'est quasiment, surtout vu leur niveau actuel, c'est une atmosphère étouffante. C'est un contexte qui fait que connaissant le PSG et connaissant l'attitude du PSG, ça me paraissait un peu compromis. Le Real Madrid, deuxième club le plus difficile pour moi. Parce que le Real Madrid, c'est la fiabilité incarnée en Ligue des Champions. Ça ne déçoit jamais, ça ne perd jamais en huitième de finale, sauf exception, je crois, contre l'Ajax. Je sais plus si c'était en huitième ou en quart de finale, mais il s'était incliné il y a 2 ans. Sinon, le Real de Madrid, ça déçoit jamais. Même l'an dernier, quand ils sont un peu moins bien, qu'ils connaissent une saison un peu plus difficile, ils font demi-finale contre Chelsea, sans être laminés d'ailleurs, alors que Chelsea était en très grande forme. Donc il y a tout ce contexte autour du Real Madrid qui est le plus grand club du monde et qui fait que qu'ils ne déçoivent jamais. Pour eux, c'est un événement où ils répondent toujours présents. Et tu ajoutes à cela le niveau du Real Madrid cette saison, qui a retrouvé de sa superbe avec l'arrivée de Carlo Ancelotti, le milieu de terrain qui a retrouvé les 3 milieux de terrain qui ont retrouvé leurs jambes de 25 ans, alors qu'ils sont tous plutôt âgés. Donc ça fait un Real Madrid hyper compétent, hyper dangereux. Tu vas me dire qu'on est en décembre, que la vérité du mois de décembre n'est pas forcément celle de février. On l'a vérifié maintes et maintes fois avec le PSG. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, compte tenu des forces en présence, le Real Madrid a deux échelons d'avance sur le PSG. J'ai parlé du milieu de terrain, mais il y a aussi le cas Vinicius, qui a ressuscité. Il y a Benzema qui est toujours un joueur exceptionnel. Il y a une défense centrale. Moi, je l'avais vu Militao en Ligue des Champions l'an passé contre Chelsea. Il m'avait impressionné déjà en quart de finale et en demi-finale. Bon, bah là, il confirme que c'est un joueur de top niveau et qui sera parmi les meilleurs dans les années à venir. Donc ouais, si je te fais là, je t'ai planté le décor un peu, Mousse. Je t'ai planté le décor, c'est pas. J'ai même pas parlé du PSG, t'as vu? J'ai parlé que du Real Madrid. Ouais, t'inquiète pas, c'est bien. T'as fait une petite introduction sur Madrid. Mais voilà, c'est un tirage au sort qui est pas du tout favorable pour le PSG. Donc faut pas avoir de posture victimaire, faut pas y aller en disant on va perdre, mais faut constater les choses et aujourd'hui c'est un tirage qui est défavorable. Yacine, bon écoute, même question, et c'est vrai que Clément a relevé le fait que l'année dernière, même avec un Real fatigué, je dirais même un Real peut-être en fin de vie, avec Zidane qui avait quelques soucis avec sa direction, qui a beaucoup aussi critiqué, qui a été beaucoup critiqué sur la qualité du jeu, Yacine. Et malgré tout, est-ce qu'on met ça sur le compte de l'expérience, parce que c'est le Real Madrid qui arrive l'année dernière en jouant petit bras en demi-finale de Ligue des Champions. Ça reste quand même une équipe très dangereuse. Et en plus, on va dire, Yacine, que la continuité, ce que fait Ancelotti, c'est dans la continuité de ce que faisait Zidane, et Zidane a fait ce que faisait Ancelotti avant lui. Donc, en termes de joueurs, c'est la même équipe, Yacine, qui joue depuis très longtemps. Hormis, et tu as bien fait de le signaler, Clément, la défense centrale qui a changé cette année. On rappelle que le Madrid a perdu coup sur coup Raphaël Varane qui quitte Madrid pour Manchester United et Sergio Ramos qui débarque en fin de contrat, qui débarque au Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui, là, c'est David Alaba et Militao. Et c'est plutôt une bonne charnière centrale. Donc, c'est une équipe très sérieuse, Yacine, le Real Madrid. Hein. Oui, et c'est une équipe qui est surtout en progrès par rapport au début de saison. L'année dernière avec Zidane, ils ont lutté pour le titre, ils sont allés en demi-finale de Ligue des Champions, mais on sentait qu'il y avait quelque chose de cassé un peu. C'était pas un Real Madrid qui marchait sur les autres, voilà, c'est un Real Madrid qui gagnait à l'expérience. Là, et surtout grâce à Benzema qui a beaucoup tenu l'équipe. Cette saison, on a l'impression qu'après un début de saison un peu limite, alors pas catastrophique, mais là, je regardais, le Real vient d'enchaîner par exemple 10 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues. On sent que ça monte en puissance. Le milieu de terrain, tu as l'impression qu'ils ont rajeuni de 6-7 ans. Voilà, après, évidemment, alors Clément a oublié, je pense, le tirage Juve. C'était celui le plus abordable pour moi, parce que la Juve est vraiment dans le trou. Oui, c'est vrai. Voilà, et sur Manchester, pour faire vite fait, oui, aujourd'hui, le 15 décembre, on pouvait dire que Manchester était un meilleur tirage que la Juve, mais Manchester a changé de coach. Et on sait très bien que souvent, on l'a répété très souvent, dans 2 mois pile, donc le 15 février,
peut-être que Manchester aura appris des principes de Rangnick et peut-être que on se dira, bah, finalement, on a bien fait de pas tirer Manchester. On ne sait jamais parce que à une semaine près, oui, mais dans 2 mois, on sait qu'il se passe beaucoup de choses. D'ailleurs, Yacine, c'est bien ce que tu dis, parce qu'en 2018, on est dans la même configuration. Mourinho se fait virer, et je me rappelle très bien que quand on tire Manchester, Mourinho était encore là. On était tous très contents, parce que franchement, Manchester était au fond du trou avec Mourinho. Ils prennent Solskjaer, on se dit, bon, Solskjaer, c'est pas mieux que Mourinho. Et puis finalement, Yacine. Voilà, donc il peut se passer beaucoup de choses. Après, pour terminer sur ce qu'a dit Clément, oui, le Real, c'est souvent. Alors, le Real se fait sortir par l'Ajax en 8e. Donc, ils sortent aussi des fois en 8e. Et rappelez-vous aussi, même si ça date un petit peu, il y a une période avant que Mourinho arrive, justement, où le Real fait 3 ou 4 fois de suite, ils sortent en 8e aussi. Donc, ça leur arrive malgré tout. Alors, évidemment, pas depuis 10 ans, mais ça leur arrive malgré tout. Maintenant, sur le Real, oui, il y a toujours cette façon qu'a Ancelotti d'emmener un groupe avec lui où on a l'impression que les remplaçants sont toujours concernés. Là, on a Vinicius qui a franchi 1 voire 2 paliers. On a Asensio qui revient aussi et qui est parfois important quand il rentre. On a Valverde, voilà. Et la force d'Ancelotti, on l'a toujours dit, tactiquement, c'est un très bon coach, hein. Mais c'est pas un révolutionnaire du football. Il fait des choses simples, mais c'est un très bon coach tactique. Il sait bien préparer ses matchs. Mais surtout, il est capable de concerner 16, 17, 18 joueurs. Et on sait que dans ces matchs-là, c'est souvent ce qui fait la différence. Le coaching, dans un match, d'un match à l'autre, d'être capable par exemple, de pas mettre Vinicius, enfin de mettre Vinicius, mais de l'autre côté, tu as Rodrigo, tu as Hazard qui peut très bien revenir aussi. Voilà, c'est la force d'Ancelotti de concerner un maximum de joueurs. Et effectivement, on a quand même un coach qui est en train de faire progresser son équipe. On a Real qui maîtrise mieux ses matchs. Voilà, encore une fois, dans 2 mois, il se passera beaucoup de choses, mais il faudra surtout revenir sur ce qui va se passer au PSG pendant 2 mois, parce que là, il y a aussi des choses à dire. Écoute, parfait, Yacine. On va accueillir le retardataire. Salut Cédric. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé, Cédric? Dis-nous tout. Des problèmes de métro. Là, j'arrive pas à me connecter sur mon Skype, sur mon ordinateur, donc je vais me le mettre sur le téléphone. Tout va bien. Voilà. Écoute, si tu peux te connecter sur l'ordi et une fois que tu es connecté, passer parce que ça sera mieux, t'inquiète pas. Et je reviens vers toi dès que tu es bien connecté. Ok, ça va. Ouais. Inutile de vous présenter. Voilà, c'est pas fait. Mais bienvenue à Cédric. Cédric. Non, je disais bienvenue à toi pour ceux qui vont regarder le podcast. Bon, Cédric, c'est un habitué du podcast, un ex-aventurier de Koh-Lanta. D'ailleurs, on a commencé l'émission par ça et on en touchera un petit mot à la fin. Voilà, maintenant que tu es là. Et donc, évidemment, grand supporter du Paris Saint-Germain et il est avec nous pour débriefer ce tirage au sort. Je te laisse t'installer, Cédric, et je te donne la parole une fois que tu es… Je redémarre. Ça marche. Ça marche, pas de souci. À tout de suite. Du coup, je vous quitte. Vas-y, à tout de suite. Ciao. Oui, Yacine, je crois qu'il n'a pas vraiment raccroché. Voilà. Oui, on était sur le Real j'allais dire sur le Real de Madrid. Non, jamais faire cette erreur. Le Real D'ailleurs, Madrid. Faut qu'on fixe la règle tout de suite là. Pour les gens qui nous parlent dans toutes les émissions, etc., même sur les avis YouTube, on bannit le Real de Madrid, s'il vous plaît. Bien sûr, évidemment. Je ne connais pas ce club-là, il n'existe pas. Moi, c'est que parfois, il y a même des journalistes sportifs, des chroniqueurs dans certaines émissions qui continuent à dire le Real de Madrid. Hein. C'est incroyable. Hein. Bon, écoute, c'est comme ça. Donc, on est encore sur le Real Madrid. Et c'est vrai qu'en termes d'effectifs, Clément, alors le milieu de terrain, c'est le même. Hein. Carlos Ancelotti s'appuie sur un milieu de terrain d'expérience qui n'est pas forcément notre cas, nous, au PSG. Et sur la ligne d'attaque, tu parlais tout à l'heure de Vinicius, qui a eu des débuts compliqués avec le Real. Il y a eu même eu des polémiques, je ne sais pas si vous vous rappelez, Benzema qui avait dit lors d'un match, je ne sais plus à qui s'adressait, ne lui passe pas le ballon, il ne nous rend pas service. Et puis finalement, il s'est accroché, le jeune Vinicius. Et c'est vrai qu'il a pris une autre dimension depuis la saison dernière et surtout en ce début de saison, Clément. C'est un élément qui est quand même très très dangereux au Real Madrid. Et d'ailleurs, sur l'attaque du Real Madrid, on parle beaucoup de Benzema, on parle beaucoup de Vinicius, mais c'est qui le troisième qui fait le trio selon vous? Et après, je te donnerai la parole, Yacine.
Alors déjà sur Vini, le mec en l'espace de 2 mois s'est passé de 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 Lucas Moura. Ouais, Lucas Moura à Mbappé, j'ai pas compris. Mais non, toute proportion gardée évidemment, parce que Mbappé est à un niveau différent. Non, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il a appris le foot, il a appris le foot en l'espace de 2 mois. Alors, je vais pas redire tout ce que Yacine a dit sur Ancelotti. C'est vrai qu'il arrive à faire adhérer son projet à un groupe de manière assez spectaculaire. Et d'ailleurs, c'est l'une des différences avec le PSG. On voit que les remplaçants sont pas très impliqués. Je pense, j'ai des noms comme ça qui me viennent, mais c'est vrai que je pense à Icardi, à Draxler, à ces joueurs-là, c'est un peu plus compliqué. Eux, le Real, tu sens vraiment que c'est une famille, ils vont tous dans le même chemin, tous dans le même endroit, dans la même direction, et ça, sur le moyen et le long terme, ça fait la différence. On avait l'habitude de cette attaque au Real composée de 3 hommes forts, donc Ronaldo, Benzema, Bale à l'époque. Et c'est vrai que ces 2 dernières années, surtout l'année dernière, on avait l'impression que Benzema était un peu seul. Et c'était le point faible. Il y avait le milieu de terrain qui était toujours compétitif. Il y avait Benzema et à côté, il y avait Valverde de temps en temps à droite qui était utilisé un peu. Il y avait Vinicius, il y avait Asensio. Là, Asensio paraît revenir. Il a mis un beau but l'autre jour. Je sais pas trop. Je pense que c'est encore le petit point d'interrogation au Real. Il n'y a pas de titulaire indiscutable qui se dégage. Il y a Jovic aussi, Clément, Il y a Jovic qui revient. Il y a Rodrigo. Enfin, il y a du monde. Mais moi, je partirais sur Asensio. Mais après, c'est très subjectif parce que c'est un joueur de foot que j'aime beaucoup. Voilà, il apporte quelque chose de différent au Real de par sa patte gauche déjà, de par sa capacité aussi à frapper loin. Et c'est vrai que il a une bonne frappe de balle et au Real Madrid qui a un jeu quand même pas mal de passes. Ça apporte une palette un peu différente. Donc moi, Asensio, c'est un joueur que j'affectionne. Je pense que malgré tout, ça reste la variable d'ajustement de Carlo Ancelotti dans cette équipe. Donc je peux pas me prononcer sur le joueur qui sera aligné contre le PSG. Ça se trouve, il va décider de mettre Valverde pour bloquer le côté. Enfin, on sait pas trop, tu vois. Donc en tout cas, ce qui est sûr, et ce que tu l'as bien dit, c'est qu'avec Vinicius, le Real a gagné cette saison un autre joueur de haut niveau aux côtés de Karim Benzema. Et ça fait la différence. Donc effectivement, le secteur offensif du Real Madrid est considérablement augmenté sans avoir acheté de nouveaux joueurs. Et ça, c'est assez prodigieux, sachant qu'on sait tous que l'an prochain, le mercato, voilà. Je n'en dirai pas plus pour pas nous faire du mal. On a parlé de Vinicius, Yacine, on est obligé de parler de Karim Benzema. Qui a changé de dimension depuis le départ de Cristiano Ronaldo. Quand je dis changer de dimension, il était déjà très très bon avec Cristiano Ronaldo. Et souvent d'ailleurs, on avait la facilité de dire que Benzema était au service de Ronaldo et c'est pour ça que Ronaldo a mis autant de buts au Real Madrid. Et en fait, on a constaté que même en l'absence de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema était toujours autant décisif. Et c'est vrai que même son rôle, on peut dire, Yacine a un peu évolué. Hein. C'est plus un simple numéro 9 et quelqu'un qui met des buts. Il joue en 9,5, il peut jouer en 10. Il a élargi sa palette. C'est devenu un joueur très très complet et extrêmement dangereux du coup pour Paris Saint-Germain, Yacine. Ouais, après même quand il y avait Ronaldo, c'était quand même lui qui était capable d'organiser le jeu. Alors un peu moins parce que parfois Isco jouait en numéro 10 et donc ça passait un peu plus par lui. Mais Benzema, il a cette faculté à ne pas être qu'un buteur. Et on parle souvent ici de respect du jeu. Je crois qu'aujourd'hui, s'il y a quand même un joueur qui respecte le jeu, c'est lui. Il sait quand décrocher, quand garder le ballon, avec qui jouer. Il force pas des passes vers un joueur, mais il essaye de trouver là où il y a moyen de jouer simple, de jouer juste. Donc oui, il marque plus parce qu'évidemment, à partir du moment où il y a plus Ronaldo, il y a des occasions qui finissent sur lui, qui finissaient pas forcément avant sur lui. Voilà, il est complet, j'ai pas envie de dire en pleine force de l'âge parce que malgré tout, c'est un 87, donc il va avoir 34 ans à la fin de l'année. Mais oui, il est de plus en plus, encore plus intelligent qu'avant, plus juste. Voilà, c'est vraiment un super joueur qui est capable aussi de prendre le relais justement. Quand par exemple un Modric ou un Kroos est un peu moins bien, on est capable de s'appuyer sur Benzema qui va venir jouer au milieu. Et effectivement, la montée en puissance de Vinicius, ça lui permet aussi de venir plus dans le cœur du jeu parce qu'en attaque, aujourd'hui, il y a un joueur qui est capable de faire des différences, des décisions.
Et pour terminer, en fait, sur le trio d'attaque, bah, Ancelotti il a plusieurs possibilités en fonction de ce qu'il va vouloir faire. Comme l'a dit Clément, il y a Valverde, évidemment, qui peut jouer au milieu, qui peut jouer latéral, qui peut jouer plus haut. Mais tu as Rodrigo, tu as Hazard s'il décide un jour de rejouer au foot, tu as Asensio, tu as Jovic, tu as même Diaz qui fait des entrées intéressantes parfois. Ah oui, Mariano Diaz, Voilà. l'ex-joueur de l'Olympique de Lyonnais, c'est vrai bref, je l'avais complètement oublié, c'est vrai. Voilà, donc il y a des possibilités d'organiser ton équipe un peu différemment en fonction de ce que tu veux faire. Et ça, c'est une vraie force pour le Real. Cédric, re-bienvenue. Ça y est, t'es en place, t'es posé. Ouais. Cédric. Tout réinstallé. Ouais. Du coup, Cédric, je reviens un petit peu en arrière, parce que on avait démarré un peu le podcast il y a 15-20 minutes. Et la première question, en fait, c'était, selon toi, vraiment sur le tirage, Cédric, est-ce que tu es un peu déçu finalement de ne pas hériter de Manchester United, ou tu trouves ça plutôt excitant et tu te dis c'est un vrai challenge pour le PSG, ces huitièmes de finale, Cédric? Moi, je suis pas déçu parce que Manchester, encore une fois, depuis le début de la saison, moi, je trouve qu'ils ont un très bel effectif. Après, au niveau du management, il s'est passé ce qui s'est passé. Ils n'ont pas eu les résultats escomptés. Mais pour moi, ils ont une très très belle équipe. Ils sont de très bons joueurs. Donc non, on a toujours des problématiques en plus à jouer les Anglais. Le Real, c'est compliqué, mais je pense que c'est une équipe qui est un peu plus adaptée à notre style de jeu, parce que le Real, ça va jouer aussi. On a à peu près, non, je pense c'est du 50-50. Donc non, je suis pas déçu. Je suis juste encore une fois interloqué par le tirage au sort. C'était assez ubuesque. Il a fallu encore une fois que ça tombe sur nous. Donc il nous arrive toujours des trucs un peu particuliers. Mais non, moi je suis pas triste. Je suis content d'aller à Madrid. Voilà, ça me fera un déplacement en plus à Madrid. J'espère être accueilli un peu mieux cette année que la dernière fois, parce que c'était compliqué pour entrer dans le stade. Mais au niveau du challenge et des équipes, non, moi je suis pas déçu. J'aurais été déçu, oui, si on était tombé sur le Bayern ou Liverpool. C'était un peu plus compliqué, je pense. Donc voilà, il faudra voir où on en est aussi à ce moment-là. C'est toujours pareil. C'est un peu l'Arlésienne. Est-ce qu'on sera encore avec Pochettino? Est-ce qu'on aura quelqu'un d'autre? Est-ce que Yacine prendra les commandes? Je te rassure, c'est sûr que non, mais Non, mais voilà, l'adversaire m'importe peu. Ce qui me fait le plus peur, c'est notre fond de jeu. Voilà. Parfois, ça bug un petit peu. Rassurez-vous, ça dure jamais très 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 longtemps. Clément, encore un petit mot sur le Real Madrid. On a parlé des joueurs, on a parlé aussi un peu d'Ancelotti. D'ailleurs, Ancelotti était déjà revenu au parc avec une autre équipe. Bah non, si vous vous souvenez. Non, avec le Bayern. Ah oui. Oui, ça a été 3-0 par des Princes, et c'est ce qui lui a coûté sa place. Ouais. Donc voilà. Donc on connaît aussi Ancelotti. D'ailleurs, Clément et Yacine, question pour vous. Moi, j'ai très peu regardé le Real Madrid, donc je ne sais pas vraiment comment joue Ancelotti. Ancelotti, c'est un vrai adepte, Yacine, du 4-4-2. Est-ce qu'aujourd'hui, il est toujours dans cette configuration ou c'est plutôt le 4-3-3 classique? Non, c'est un 4-3-3. Après, Ancelotti, c'est un entraîneur qui est capable de s'adapter. Tu peux pas, par exemple, dire que le Real joue très haut, mais un contre-pressing, de l'intensité. Ils sont capables de faire les deux en fonction des forces, en fonction des joueurs, en fonction de l'adversaire, en fonction aussi de la fatigue, parce que l'avantage d'avoir des joueurs qui se connaissent très bien au milieu, c'est qu'à un moment donné, ils sont aussi capables de se gérer. Voilà, Modric, par exemple, ce week-end, il fait un match extraordinaire. Il y a 3 semaines, il est un peu moins bien. Alors quand je dis moins bien, ça reste du niveau de Modric, hein, on se comprend. Mais il est capable de se gérer. Voilà, quand le match est plié, il va pas aller à 37 ans faire des courses de 60 mètres pour aller faire un pressing. Voilà, c'est aussi des automatismes qui sont créés depuis des années. Ce trio-là se connaît parfaitement. Et donc, tu as cette chance-là. Et pour l'instant, Ancelotti est resté sur le 4-3-3. Après, tu disais Ancelotti, un adepte du 4-4-2. En fait, Ancelotti, quand on se rappelle, au PSG, il s'est beaucoup adapté. Il a eu du 4-3-2-1 avec le fameux sapin de Noël. Il y a eu le 4-3-3, il y a eu le 4-4-2. Voilà, Ancelotti, c'est pas un entraîneur qui va te dire mon système, c'est la priorité, c'est comme ça. Lui, il s'adapte à ce qui se passe, aux joueurs qu'il a. Aussi à la configuration d'un match. Rappelez-vous,
le match à Barcelone, le match retour où il y a un partout, où Paris fait quand même 55 minutes de très très haut niveau, où il mange Barcelone, où tu es capable d'avoir le ballon, mais tu es aussi capable de marquer avec Pastore sur un contre franchement super bien mené, parce que tu as juste en 2 passes l'appui sur Ibra qui décale Pastore qui va au but. Voilà, c'est Ancelotti, c'est un mec qui a quand même une palette qui est assez exceptionnelle. Et son passage à Everton est alors raté entre guillemets parce que le début est très bon et ensuite ça s'effrite un peu. Alors c'est Everton. Moi, je l'ai répété ici souvent. Ancelotti, c'est pour moi le coach des grands clubs politiques. Voilà, c'est l'homme parfait pour ces clubs-là. Milan AC, Real Madrid, PSG. Voilà, c'est le coach parfait parce qu'il sait arrondir les angles, il sait prendre soin des joueurs, les emmener avec lui, mais en même temps, il sait aussi être assez dur. On peut rappeler rapidement l'anecdote où il défonce Ibra dans le vestiaire. Voilà, où Ibra dit, je sais plus, j'ai jamais joué avec une équipe comme ça, et Ancelotti dit, ouais, j'ai jamais joué avec un neuf comme ça. Tu vois, il est capable aussi de piquer même ses stars, mais tranquillement. C'est-à-dire que c'est jamais dans la griffe. C'est pas un Mourinho, quoi. Il n'est pas là pour défoncer un joueur en public. Par contre, il sait aussi se faire respecter et lisez ses livres. Tous les joueurs qui l'ont côtoyé, qu'ils aient été remplaçants, titulaires ou pas, ils te disent tous du bien. Alors qu'en général, on sait très bien que dans le foot, quand tu es remplaçant, tu es plutôt à même de défoncer le coach quand tu t'en. Moi, je me rappelle, Yacine, des déclarations de mecs comme Bodmer qui disaient ça, qui disaient, mais Ancelotti, en fait, même quand tu es remplaçant, il est là, il t'oublie pas, il te parle. Et il disait que même si j'ai pas beaucoup joué, j'ai beaucoup appris d'Ancelotti. Parce que c'est pas du tout le genre c'est vrai, de coach qui va mettre les remplaçants de côté. Et comme on a pu en avoir, par exemple, avec Tuchel, ça a été son cas au PSG, et voire même un peu Pochettino en ce moment. Mais c'est vrai que les joueurs, quand ils passent dans les mains d'Ancelotti, en règle générale, même Gamero qui avait piqué, je ne sais pas si vous vous rappelez, lors d'un match où Ancelotti l'avait sorti, voilà, il avait shooté dans une bouteille d'eau, et puis après, quelques jours après, il a expliqué que non, en fait, voilà, Ancelotti lui a parlé, puis ça s'est bien passé, quoi, en fait. En fait, très très respecté, Ancelotti. Je termine là-dessus. Juste Ancelotti, donc il emmène tous ses joueurs, il concerne tout le monde parce qu'il est aussi capable, c'est les joueurs qui le racontent, hein, c'est pas moi qui invente, de te demander comment va ta famille, comment ça se passe dans ta vie, etc. Donc il y a un lien qui se crée. Et surtout, la force d'Ancelotti, c'est de ne pas te faire croire qu'à un moment donné, tu vas avoir ta chance. Il y a des statuts pour lui, voilà. Il y a des joueurs qui comptent plus que d'autres. Et en fait, c'est aussi ça que cherchent les joueurs, c'est la justice en fait. Le mec est juste, voilà. Il te dit pas, si tu marques 3 buts dans les 3 prochains matchs, tu vas prendre la place d'Ibra, c'est pas vrai. Voilà, Ibra il est au-dessus de toi et donc Ibra il va jouer. Voilà. Par contre, tu vas compter dans le groupe et tu vas être important à des moments clés. Donc voilà, je pense que c'est aussi cette justesse de discours qu'il faut que les joueurs ne croient pas à un faux rêve. Il n'y a pas de concurrence à un moment donné. Il ne te fait pas croire qu'il y a de la concurrence à tous les postes. C'est pas vrai. Voilà. Ah non, tu as bien fait de le souligner. Cédric, tu voulais ajouter un mot à ce sujet? Ouais, par rapport au Real et à Ancelotti, ce qu'il apporte aussi, c'est une solidité défensive. Quand tu vois Militao là-bas, c'est aussi pour ça que le reste de l'équipe et le milieu et l'attaque fonctionnent. Parce qu'ils ont retrouvé une solidité défensive. Ils sont vraiment, vraiment solides. Je crois qu'ils ont pris 2 ou 3 buts max, je crois, en Ligue des Champions. En championnat, ils en prennent peu aussi. Donc c'est aussi la base du système Ancelotti, c'est toujours d'avoir une défense aussi assez solide. Oui, alors comme tu n'étais pas là au début, c'est vrai qu'on a parlé du fait qu'ils avaient perdu la même année Ramos et Varane, mais qu'il avait réussi à rebondir, notamment en prenant libre David Alaba en provenance du Bayern Munich et Militao qui était déjà là. Je crois que sur Ancelotti, on a fait le tour. Tu voulais ajouter quelque chose, toi, Clément? Ouais, un petit truc, c'est que je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Yacine, et c'est vrai que son travail est drôlement et très fortement facilité par l'intelligence de ses joueurs. Il a des joueurs d'une intelligence, mais quand je vois le niveau de Benzema, enfin l'adaptabilité de Benzema, de Modric, de Kroos, de Casemiro, en fait, ils peuvent tout faire. Ils peuvent jouer, tu leur dis de jouer en 5-4-1 ou en 1-3-7, les mecs, ils vont s'adapter, tu vois. Et c'est vrai que quand t'es Carlo Ancelotti, que tu as une capacité d'adaptation à ton groupe, mais en fait, tu as un groupe comme ça, fait de joueurs qui savent tout faire. Enfin, Modric, je suis désolé, mais moi, je me rappelle du match contre Chelsea l'année dernière, je crois, c'était Chelsea, où à un moment donné, il est défenseur central et le mec, il récupère tout dans la surface, après, il relance. Enfin, il est 5, il joue 5 quasiment. Enfin, le mec, c'est monstrueux. Et Benzema, on n'en parle même pas tellement. Tout ce qu'il fait, c'est parfait, c'est Mozart, le mec. Donc, je veux dire, enfin, quand tu as un groupe comme ça, quand tu as des joueurs d'une intelligence comme ça, d'une telle intelligence, c'est très facile en fait pour un artisan comme Ancelotti de mettre en œuvre tout ce qu'il veut faire.
Et surtout, encore une fois, Clément, le Real Madrid garde ses joueurs. C'est un peu comme le PSG. Il n'y a pas beaucoup de clubs où tu as des joueurs qui sont là depuis 8 ans, 9 ans, 7 ans. Et c'est vrai que quand on regarde l'effectif du PSG, du Real Madrid, pardon, tu vois, des joueurs sont là depuis un sacré bout de temps, se connaissent très bien. Il y a eu peu de mouvements finalement ces 5-6 dernières années au PSG, au Real. Yacine, tu es d'accord avec moi quand ils prennent les 4 dernières Ligues des Champions, il n'y a quasiment pas de mouvement pendant l'été. Il y a très très peu de mouvement. Zidane, il a vraiment réussi à amener ce groupe très très loin. Et ils ont joué beaucoup de minutes parce que Zidane s'appuyait souvent sur les mêmes joueurs. Et encore une fois, Ancelotti, il est dans la continuité parce que c'est quasiment la même équipe que la saison dernière, hormis la charnière centrale évidemment. Mais c'est vrai que c'est une équipe c'est un club qui a beaucoup d'expérience. Et ils sont dans une vraie continuité. C'est vraiment le contraire, là, pour le coup, du PSG en termes de continuité. On va passer au PSG maintenant, parce qu'on a parlé d'adversaire. Il y a un sujet dont tout le monde parle depuis le tirage au sort, et moi, je voulais un peu votre avis là-dessus. C'est le sujet Mbappé, évidemment. Mbappé qui a révélé lors de 2-3 interviews il y a quelques semaines que oui, il avait demandé à partir cet été. Il n'avait pas nié le fait que c'était au Real Madrid. Est-ce que ça risque de jouer dans la tête du joueur, ça Je vais aller vers toi. Je vais aller vers le retardataire, vers Cédric. Est-ce que tu penses que ça peut jouer ça dans la manière, dans la façon dont il va aborder le match parce que je rappelle qu'il sera libre au 1er janvier, qu'il sera en droit de discuter avec n'importe quel club, le Real ou un autre. De signer même. Oui, bien sûr, de discuter, de signer, évidemment. Est-ce que, pour vous, selon vous, c'est un problème pour le club et un problème pour Mbappé dans la façon d'aborder ce huitième de finale? Cédric, d'abord. Bon, alors déjà, sur le problème Mbappé, il faudra le refaire signer. Bon, tout le monde le sait, ça, on va pas polémiquer là-dessus. Maintenant, c'est quelqu'un de très professionnel. On peut le voir. Il n'a pas d'état d'âme. Donc là, il est à Paris, il va jouer pour Paris. Il va pas se poser la question de savoir si l'année prochaine il sera au Real ou quoi au caisse. Je le connais pas personnellement, hein, mais de ce qu'on peut voir, le mec c'est un pro. Donc il va plus vouloir montrer ce qu'il sait faire et justement le feu de la polémique plutôt que de se dire ah j'ai les genoux qui tremblent, attention l'année prochaine je vais peut-être être au Real. Je le vois pas faire ça. Après j'ai une jurisprudence, c'est la jurisprudence George Weah contre le Milan AC qui m'a fait assez mal, hein, voilà, quand George a quand même je ne sais combien d'occasions qu'il en loupe quasiment jamais et que là il nous fait un florilège de ratés et que l'année d'après il part au Milan AC, demi-finale de la Champions League je le rappelle. Voilà, ça reste toujours un peu par là, donc on sait jamais. Mais je vois pas Mbappé faire ça. Il y a un épisode récent, c'est Thomas Meunier aussi. Ouais, mais bon, lui, il m'intéresse même pas. Voilà. Oui, tu vois, je le compte même pas. C'était la petite touche humoristique. Même question, Clément, comment il faut gérer le cas Mbappé avant un huitième de finale contre un club qui est susceptible de te le prendre et en plus gratuitement? Normalement, c'est un mal pour un bien ce qui vient de se passer parce que le fait qu'on joue contre le Real Madrid, ça l'empêche de signer en janvier au Real Madrid, à moins d'un énorme foutage de gueule de la part de toutes les parties. Je pense qu'il ne signera pas au Real Madrid en janvier. Premièrement. Deuxièmement, le joueur va vouloir montrer à son futur probable club, à son probable futur club, que quoi qu'il arrive, quel que soit le contexte, quelle que soit la situation ou le cas de figure, c'est un grand joueur et qui peut planter à tout moment. Enfin, moi, à sa place, moi, je joue au PSG, je signe au Real, j'ai envie de tout donner et tout casser pour leur montrer qu'ils vont prendre le meilleur joueur du monde, quoi. Donc voilà. Attention à l'excès de pression que peut se mettre Mbappé. C'est un grand joueur, il a gagné une Coupe du Monde, etc. Mais ça reste un jeune garçon et il a 21 ou 22 ans, je sais même plus. 22, ouais. Voilà, il va avoir énormément de pression sur les épaules. Il va faire toute la une des journaux, etc. La veille, l'avant-veille, etc. Oui, c'est ça. Attention à la panique. Ça peut arriver à tout le monde de se mettre un excès de pression et passer à côté de son match. C'est le seul truc, surtout qu'on sait très bien que la presse espagnole va en jouer à fond la caisse. Ils vont tout faire pour le déstabiliser. Toutes les questions d'avant-match, etc. concerneront Mbappé. Donc évidemment, si ça peut avoir le mérite de libérer Messi
et de d'éclipser Messi des débats et que Messi nous mette un triplé, c'est parfait. Yacine, comme le disait à juste titre Cédric, c'est vrai qu'il a Mbappé, c'est plutôt un joueur professionnel, il l'a prouvé, notamment cet été, parce qu'il y a eu des velléités de départ qui n'ont pas été acceptées par le club. Et une fois que la fenêtre des transferts a été fermée, il s'est remis dans le bain et il a été très sérieux. Et c'est lui qui porte l'équipe depuis le début. Et d'ailleurs, si jamais une blessure survenait et qu'on avait une absence de quelques semaines ou quelques mois d'Mbappé, on serait plutôt dans la merde. Donc, est-ce que selon toi, ça va pas le gêner parce que ça y est, maintenant il a une vraie carapace, il a 4-5 ans d'expérience, Mbappé. Est-ce que tu penses qu'il va pouvoir gérer cet événement et le fait justement qu'il sera dans une période où il pourra signer au Real et en même temps aussi avec la pression, peut-être pour sa dernière saison, d'essayer d'emmener son club, le PSG, jusqu'en finale et pourquoi pas la gagner avant de quitter le club. Est-ce que pour toi c'est un problème quand tu vois le profil du joueur, Yacine? Franchement, je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup de choses. Alors déjà, Clément, il disait la presse espagnole. Bon, je pense que la presse française va se régaler aussi, hein, parce qu'on sait que c'est pas forcément des soutiens du PSG, donc L'équipe. il n'y a pas que la presse espagnole qui va se régaler avec ce feuilleton. Non, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses, tu vois. Et après, c'est chacun à sa sensibilité. Clément disait, je suis Mbappé, j'ai envie de montrer au Real qu'ils vont prendre le meilleur joueur du monde. Et moi, je dis, attention à Mbappé de ne pas vouloir montrer que tu es le meilleur joueur du monde et de respecter le jeu. Parce que il l'a dit, Clément. Il l'a dit, Clément. Il a souligné qu'il ne fallait pas qu'il fasse d'excès, qu'il se mette trop de pression. Oui, mais je ne parle pas de la pression, c'est même de dire, voilà. Surjouer. D'en faire trop. Voilà. Je veux marquer, donc je vais oublier un partenaire, donc je vais forcer une action. C'est aussi l'effet inverse. Donc, on ne peut pas savoir, parce que c'est le joueur, au moment du match, qui va un peu nous prouver. Le côté professionnel, il n'y a pas de problème. Je pense que juste une chose, parce que c'est marrant, les mecs qui disent ouais, il va aller au Real, donc ceci. Mais si le Real gagne la Ligue des Champions en 2021, Mbappé, il n'a pas gagné la Ligue des Champions. Hein. Donc en fait, son intérêt, c'est pas du tout de laisser passer le Real. Donc arrêtez les conneries avec ça, de dire ce genre de bêtises, quoi. Donc le truc, c'est quoi? C'est oui, il y a l'idée de te dire, si c'est ta dernière année réellement, d'aller au bout avec le PSG et de partir sur cette note-là, voilà. Il y a l'idée de te dire comment tu vas gérer le fait de vouloir montrer. Et moi, je reste persuadé que là aussi, il y a le travail du coach, des discussions. Voilà, tu n'es pas là pour montrer au Real que tu mérites ta place au Real. Tu es là pour gagner le match avec le PSG et te qualifier. Voilà, c'est une énorme différence. Après, voilà, on a l'habitude de dire qu'il y a des joueurs qui se subliment dans ces moments-là. Il y a des joueurs qui s'effondrent. Voilà, on va voir si Mbappé, parce que il a gagné la Coupe du Monde, mais dans un contexte très spécial, c'est-à-dire qu'il est un peu l'inattendu. C'est sa première année au très haut niveau. Voilà, il y a un système de jeu qui est fait aussi pour le mettre dans de très bonnes conditions. Tout le monde ne le connaît pas. Il commence à être très connu, mais tout le monde ne le connaît pas à ce moment-là. Aujourd'hui, tout le monde sait comment prendre Mbappé ou comment le gêner. Tout le monde l'attend. En 2018, Yacine, c'est vrai que c'est plutôt Griezmann la star des Bleus à cette époque-là. Hein. Voilà. Donc, tu as même Pogba aussi d'ailleurs, au-dessus encore d'Mbappé. Donc voilà, donc il y a tout ça et tu gères pas ce moment-là où c'est un peu la cerise sur le gâteau parce qu'un an et demi avant, tu es en CFA. Un an et demi après, tu es en Coupe du Monde et tu es titulaire. Donc tu gères pas aussi ça. L'attente, d'ailleurs, on l'a vu à l'Euro. L'attente est plus grande, automatiquement, il se passe des choses différentes. Voilà, ce sera un tout. Moi, je continue de penser de toute façon que le PSG passera collectivement. Alors, quand je dis collectivement, on va y revenir, mais c'est-à-dire que tu ne peux pas dire ce sera Mbappé qui fera la différence. Oui. Voilà. Il faut que tout le monde aille dans le même sens. Il faut que la stratégie soit connue de tous. Il faut que tout le monde joue les uns pour les autres et pas pour tirer la couverture à soi. Voilà. Après, moi, j'ai envie de dire que moi, rapidement, j'ai écouté un peu hier les émissions. On est à 24 heures après le tirage. Enfin, maintenant 48 heures. Et en fait, c'est un débat qui va revenir sans cesse. Et franchement, c'est triste parce que pour moi, ce match, c'est autre chose que ça. C'est autre chose que de dire c'est Mbappé qui va qualifier. En fait, encore une fois, je répète ce que je dis tout le temps. Moi, je m'en fous. Voilà. C'est-à-dire que si c'est Navas qui va sur le dernier corner mettre la tête, je m'en fous que ce soit pas Mbappé qui marque le but décisif. Moi, oui, évidemment. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Bien sûr. Non, évidemment. On voit dans les médias qu'on commence à en parler. On est seulement 24 heures après le tirage. Et il y a 2 mois à se faire.
voilà quoi, ça va être un peu. Bah, en fait, tu sais, j'ai envie de te dire, quand il y a eu le tirage de Manchester, le premier tirage, tout le monde a tout de suite vu Messi versus Ronaldo. Et lorsqu'il y a eu le tirage de Real Madrid, tout de suite, Mbappé. Donc, évidemment, c'est vrai que beaucoup, on analyse ce tirage sous le prisme de va-t-il partir au Real dès cet hiver, ne va-t-il pas partir? Et moi, j'ai une autre question, à contrario, pour tous les trois. Est-ce que si le PSG fait deux matchs, l'aller et le retour, incroyable, qu'il n'y a pas photo, qu'ils éliminent le Real Madrid, est-ce que ça peut initier un peu le doute dans l'esprit d'Mbappé? Je vois que Clément n'est pas d'accord avec moi, qui me fait non d'un geste sûr et assuré de la tête. Alors je t'écoute, Clément. Pour toi, ça n'aura pas d'impact. Non, je pense que sa décision, elle est prise. Il l'a dit plusieurs fois. Je pense que derrière, il y a déjà dû avoir des offres mirobolantes du PSG pour l'augmenter. Il a une offre sur la table où il aurait le plus gros salaire du club. Donc, il serait devant Messi et Neymar. Mais Mbappé a déjà expliqué que lui, c'est pas une question d'argent, de toute façon. C'est une question de projet. C'est une question de savoir si tu peux évoluer, progresser, gagner des titres importants avec le PSG dans cette configuration-là, oui ou non. Et dans son esprit, pour l'instant, la réponse c'est non. Il y a ça, il y a ce que tu dis, il y a aussi sa volonté, il l'a sous-entendu, voire même dit dans certaines interviews, je crois, de quitter la France, d'aller voir autre chose, d'aller voir une autre culture, d'aller voir un autre club, une autre institution. Et le Real Madrid, en plus, Real Madrid, c'est son rêve de gosse. Donc, moi, je pense que peu importe le résultat, admettons, si le Real perd en 8e ou en quart, ou je sais pas, il va se dire, putain, je vais là-bas, je vais essayer, justement, j'aurai un défi. Vous voyez ce que je veux dire? J'aurai le défi de remettre le Real au cœur de l'Europe, au sommet de l'Europe, pardon. Et à contrario, si le Real va au bout, il peut aussi se dire bon bah c'est le club dans lequel je dois aller. Moi, je pense que sa décision, dans tous les cas, elle est prise. Alors, elle est prise à 95% parce que je vois Cédric qui hoche la tête. Elle est prise à 95%. Il peut y avoir un retournement, je sais pas lequel. Tout peut se passer. Hein. C'est pas tant qu'il a pas signé, tout peut se passer. On l'a vu au PSG, on a 1000 exemples qui vont dans ce sens. Juste un petit truc par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y a une chose qui peut aussi faciliter Mbappé dans ce match, c'est que les projecteurs seront aussi braqués sur d'autres personnes. Je pense à Messi, qui va être très très attendu en Espagne parce que Barcelone, parce que son retour à Bernabeu. Et si jamais, que Dieu m'entende, Sergio Ramos est disponible et peut jouer cette rencontre, évidemment que les projecteurs seront aussi braqués sur Sergio Ramos et ça peut un peu faire de l'ombre à Mbappé, mais de l'ombre positive, c'est-à-dire moins de pression parce qu'on va aussi attendre Sergio Ramos et Lionel Messi. Ça peut jouer aussi, donc faut pas oublier cet aspect-là, quoi. Il y a aussi on oublie souvent de le dire que Pochettino, le Real Madrid, a plusieurs fois essayé de l'enrôler. Donc il y a aussi un vrai lien entre Mauricio Pochettino et le Real Madrid. Cédric, qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu penses que ça peut, en cas de victoire nette et précise, ça peut évoluer dans l'esprit d'Mbappé et peut-être le faire réfléchir? Alors il y aura sans doute d'autres paramètres, hein, ça ne sera pas suffisant pour le faire rester. Et moi je pense que le paramètre le plus important, c'est vraiment la direction sportive que tu vas prendre, le projet sportif que tu vas mettre en place et le recrutement justement pour mettre en œuvre, pour mettre toutes les idées d'un vrai projet sportif. Je pense que ça ne suffira pas juste de battre le Real aller-retour. Mais qu'est-ce que tu en penses, toi, Cédric? Non, moi je pense pas que ce soit le match qui soit décisionnaire de l'avenir d'Mbappé. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Nous, on peut changer de coach. Le coach qu'on peut recruter, ça peut être aussi quelqu'un qui plaise à Mbappé. On va pas parler de Zidane, mais on va parler de lui quand même. Donc non, il y a trop de paramètres. Il y a vraiment trop de paramètres. Il y a aussi le paramètre de la Liga. Moi, je regarde la Liga, c'est quand même pas folichon. C'est plus du tout la Liga d'avant. Le Barça, c'est une catastrophe. L'Atlético, c'est pas ouf. Enfin, il y a plus le même rendement qu'il y avait à l'époque. À l'époque, la Liga, tu disais, tu veux signer là-bas, tout le monde fonçait pour aller en Liga. C'est plus trop le cas. Donc, il y a plein de paramètres. Il y a aussi de notre côté le recrutement qu'on va faire. Enfin, voilà. Donc, non, c'est pas le match qui va conditionner l'avenir d'Mbappé. Maintenant, c'est vrai que si, comme disait Clément, s'il y a Ramos, donc on va dire le retour de Ramos et de Navas au Real, Messi, enfin il y a beaucoup de choses qui peuvent découler sur ce match et faire en sorte qu'Mbappé ait moins de pression. Néanmoins, le projecteur, faut pas se leurrer, il sera braqué sur lui. Donc voilà, quoi. Ok, moi ça marche. Pour vous, vous y croyez pas trop. Yacine, pareil. Hein, pour toi, ça ne fera pas de différence. Hein. Non, en fait, ce sera pas le match, quoi. C'est-à-dire s'il y a une décision dans sa tête sur plein d'autres raisons, mais ce sera pas le match qui va décider de
d'un changement peut-être de l'idée de prolongation, c'est pas le match qui va le décider. On va passer à un autre joueur, et tu en parlais un instant, Cédric, c'est Léo Messi. Donc lui aussi, c'est peut-être une source de motivation pour l'ex-Barcelonais d'avoir un huitième de finale face à son pire ennemi. Est-ce que vous pensez que ça aussi, ça peut changer dans l'état d'esprit de Messi, dans la manière dont il va aborder ce huitième de finale? Est-ce qu'on risque de le voir courir un peu plus, de prendre le match plus au sérieux? Parce que là, ça va être son retour en Liga quelques mois après l'avoir quitté, Clément. Est-ce que tu penses que c'est un bon tirage ça pour motiver Léo Messi pour qu'il nous sorte un aller-retour de folie contre Madrid? Alors, je pense qu'évidemment, ça va le motiver. Je pense que dans tous les cas, pour un tel événement, un huitième de finale, il aurait été motivé. Enfin, j'espère quand même, sinon c'est grave. Et dans tous les cas, le Real Madrid, oui, effectivement, ça peut accentuer sa motivation. Moi, je pense que ça peut avoir davantage un effet sur l'attitude du Real. Parce que malgré tout, on peut dire ce qu'on veut. On peut dire, ouais, c'est plus le Messi d'avant, etc. Il les a tellement traumatisés, que ce soit les supporters, les dirigeants, les joueurs actuels même, qui ont connu un Léo Messi qui leur en mettait de 1, 2, 3 en Classico, que de facto, ils auront une attitude différente par la simple présence de Lionel Messi sur la pelouse. Donc ça peut être ça pour le coup, je pense que ça peut être un gros plus pour le PSG, le fait qu'il y ait Léo Messi sur la pelouse, par rapport au Real Madrid, du fait du passif entre le joueur et le Real. Ils vont pouvoir peut-être mettre davantage l'attention sur Messi et libérer un peu Mbappé ou Neymar, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça peut nous aider. Son expérience aussi, parce que malgré tout, c'est un joueur je retiens jamais les âges, mais je crois qu'il a 35 ans, Messi. Et il connaît très bien le Real Madrid, il connaît son fonctionnement, il connaît le stade, il connaît l'environnement, il connaît ce genre d'événement. Et voilà, le jouer à Bernabeu, ça ne lui fait pas peur. Donc ça, évidemment, il va pouvoir apporter sa pierre à l'édifice. Il y a aussi la paire Neymar-Messi qui va retrouver Bernabeu. Je pense les deux sont très attachés à Barcelone, et les deux auront à cœur de rendre un petit hommage à leur club de cœur par le passé. Donc, je pense que au-delà du sportif, on connaît la qualité des joueurs de Lionel Messi, on sait son influence qu'il peut avoir sur un tel rendez-vous. C'est vraiment l'historique entre le Real et Messi qui peut jouer en notre faveur pour le coup, presque plus que j'ai envie de dire que la tentation Mbappé qui devrait arriver dans les 6 prochains mois. Moi, je pense que la présence de Lionel Messi, elle peut faire beaucoup de bien face au Real Madrid. C'est vrai que Clément, le Classico espagnol, le Barça-Real, Real-Barça, c'est un match qui est regardé sur la planète entière. On parle à chaque fois de plus d'1 milliard de téléspectateurs. Donc là, tous ces téléspectateurs ont été privés de ce Classico avec les départs de Ronaldo d'un côté et de Messi de l'autre. Et là, on va voir un Messi, Cédric, revenir au Bernabeu. C'est vrai que bon, en termes d'affiche, c'est incroyable. Le retour de Messi quelques mois après, et notamment face à son meilleur ennemi. Est-ce que tu penses que ça va être une réelle source de motivation pour Messi? Et est-ce qu'on risque pas de voir un Messi un peu différent de cette première partie de saison où il a brillé en effet avec 2 magnifiques buts face à City, mais pour le reste, c'était pas ouf. Est-ce que c'est pour ça qu'il est venu au PSG, Messi? Pour faire des grandes rencontres, briller en Ligue des Champions? Bah, concrètement, on n'a pas pris Messi pour marquer 3 buts contre Clermont. On va être clair, on s'en fout. Voilà, nous, Messi, on l'a pris, c'est pour justement passer encore un palier supplémentaire, c'est-à-dire gagner la Ligue des Champions. Donc on l'attend dans des gros matchs. Et pour moi, le Real Madrid, plus que Manchester, c'est intéressant de voir ce tirage-là par rapport à Lionel Messi. Parce qu'il a forcément une motivation supplémentaire quand c'est le Real Madrid, c'est sûr et certain. De son parcours catalan, c'est une certitude. Et en plus, le jeu madrilène, je pense qu'il connaît bien les joueurs, donc il pourra peut-être nous apporter aussi sur l'aspect tactique, pas mal de petites choses. Encore une fois, faut pas oublier, il y a un aspect qui est très important, ça va être cette trêve hivernale. Recrutement, pas recrutement, changement d'entraîneur, pas de changement d'entraîneur, c'est compliqué. En fait, c'est compliqué de débattre sur le PSG parce qu'il peut encore se passer plein de choses. Voilà. Et on avait vu à l'époque un Real Madrid moribond avant la trêve, etc. Derrière, on les prend, oui, c'est un tirage tranquille, machin, etc. Et on s'est fait dépouiller. Hein, j'y étais, donc je peux en parler. Voilà. Donc pour le moment, on n'est pas favori. C'est très bien comme ça, mais beaucoup de choses peuvent changer avant ce match. Clément, tu voulais ajouter un petit mot, parce que c'est vrai qu'on parle énormément d'Mbappé là depuis 2 jours.
Mais moi, j'ai vu des trucs en Espagne, là. Je peux vous dire que Messi, il est en mission, là. Les mecs, ils le harcèlent de messages, d'articles, d'émissions. On parle que du retour de Messi au Bernabéu. Et je peux vous dire qu'il va recevoir des millions de messages de Barcelonais, de son club, de ses anciens coéquipiers pour éliminer le Real. Surtout que le Real est un peu sur un nuage, qu'ils vont être champions d'Espagne et tout. S'il peut leur gâcher leur saison en les éliminant, enfin, il va y avoir une pression, une storytelling autour de Messi à Madrid. Je pense qu'on se rend même pas compte. Hein. Ça va être au-dessus d'Mbappé encore. Et avec le camouflet qu'a eu le FC Barcelone en Ligue des Champions aussi. Oui, qui sont reversés en Europa League. Yacine, sur Messi et globalement sur moi je voulais t'interroger, Yacine, sur la préparation du match. Il y a quelques paramètres qu'on doit quand même disséquer. Il y aura notamment la trêve internationale qui va arriver. Ensuite, il y a la CAN pour certains joueurs du PSG. Je vais les citer. Il y a Achraf Hakimi, il y a Gana Gueye, il y a Abdou Diallo. Il y a la blessure de Neymar qui est censée revenir, il me semble. Alors, je crois que c'était 2 mois annoncé, Yacine, c'est ça? Moi, 6 semaines, je crois. 6 semaines. Donc, en gros, on peut compter sur lui mi-janvier. Ouais. C'est ça, hein, Yacine. Donc, est-ce que selon toi, toutes les conditions sont réunies pour préparer le match de la meilleure des façons, Yacine, avec tout ce que je viens de dire? Non, mais attends, juste je réponds à Clément sur un truc. Vas-y. Il est en train de nous dire que les supporters du Barça, ils vont devoir choisir entre le PSG et le Real. Ah oui. Ouais, c'est... Non, mais quel cauchemar pour eux, mais vraiment la saison elle est horrible pour eux. C'est un truc de ouf. Bref, ouais, pour revenir là-dessus, en fait, oui, il y a un vrai problème parce qu'en fait, on nous dit, Pochettino nous explique qu'il y a des progrès, etc., qu'on travaille, ça fait 1 an. On voit pas grand-chose. Le truc, c'est que là, tu as 2 mois. Alors, premièrement, je vais pas être très gentil, mais pourquoi il y aurait du changement en 2 mois alors que ça fait 12 mois qu'on attend? Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il y a des rumeurs un peu qui sortent un peu partout en ce moment, comme quoi même les joueurs auront envie d'essayer le 3-4-3 parce que ça correspond plus à certains, etc. En tout cas, on ne le voit pas sur le terrain et on répète à chaque fois, ok, l'histoire Ramos, sauf que désormais, tu as Neymar blessé, donc tu n'es pas obligé d'aligner les 4. Que tu as assez de défenseurs centraux, ou en tout cas de joueurs qui peuvent pallier à ça, de Kehrer, Diallo, Marquinhos et Danilo même qui peut jouer en défense centrale, et notamment en Ligue 1 où tu peux le tester. Voilà. La dernière chose, c'est qu'en fait, tu as 3 joueurs qui partent à la CAN. Diallo, Gueye, Hakimi. Je vais enlever le cas Diallo parce que pour moi, Diallo, il est en concurrence avec Kimpembe à la limite. Donc ça ne change pas le fond du problème. Maintenant, on nous dit que le match va se jouer au milieu et pendant 3 semaines et peut-être jusqu'à 4-5 semaines. Donc, je rappelle que la finale de la CAN est le 6 février. Donc, jusqu'au 6 février, pour l'instant, potentiellement, en tout cas. Après. Le 8e aller, c'est le 15, Yacine. Ouais, 15, ouais. Donc, c'est quelques jours évidemment, après. Nous, on n'allait pas tomber le 23, ça aurait oui. été promo. Nous, évidemment, c'est les premiers, donc le 15. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le Sénégal va au bout, c'est le 6 février. Le temps de revenir, donc 7, 8, bref, voilà, tu vas revenir à 5 jours du match aller. C'est-à-dire que pendant cette période-là, tu ne peux pas travailler ton milieu de terrain, parce qu'aujourd'hui, on ne va pas se mentir, on considère que de toute façon, Gueye fait quand même plus partie des titulaires que des probables et qu'il y a concurrence. Donc, tu ne vas pas pouvoir travailler ton milieu de terrain. Ce qui veut dire que tu ne peux pas savoir si c'est Verratti, Gueye, Wijnaldum, Verratti, Gueye, Herrera, Verratti, Paredes, Gueye, puisque de toute façon, tu ne vas pas pouvoir te dire tiens, c'est cette configuration qui est la meilleure. Parce que pendant ces 6 semaines-là, tu ne peux pas travailler. Et en plus, tu as Hakimi qui part et qui donc lui aussi est potentiellement indisponible jusqu'au 6 février. Il le sera. Voilà. Le Maroc ira en finale. Que tu le veuilles ou non. Sauf catastrophe. Ce qui veut dire que tu ne peux même pas travailler l'histoire de la défense à 3 avec ton couloir parce que quoi qu'il arrive, tu peux le faire dans l'absolu. Tu peux mettre Dagba couloir. Mais de toute façon, Dagba, quoi qu'il arrive, c'est pas Hakimi. Donc en fait, tu ne pourras jamais savoir si dans cette configuration-là, Hakimi t'apporte plus que dans la défense à 4, etc. Donc en fait, finalement, tu vas rien pouvoir travailler. C'est pour ça que je voulais vraiment te poser la question parce que
en termes de timing et comme on joue les premiers, c'est-à-dire le 15 février. Encore une fois, là il reste un match de coupe, il reste un match de championnat face à Lorient. Ensuite, c'est les vacances, petite trêve. Au retour, il me semble qu'ils enchaînent avec un déplacement à Doha. En rappelant qu'à Lorient, tu as des suspendus en plus. Tu as Mbappé, je crois, tu as Verratti. Donc de toute façon, le match de Lorient, tu vas aller pour le gagner, mais tu peux rien travailler. Voilà. Oui, d'ailleurs, ce sera intéressant de voir si Mbappé sera libéré avant le match ou voilà. Parce que souvent au PSG, c'est le cas. Beaucoup de passes droits. Neymar avait eu le droit aussi à un départ anticipé. Ça avait fait polémique. Il y a eu. Je te rappelle que tu joues dimanche. Ouais. En Coupe de France à Valenciennes, là, le match contre Fény, Aulnois. Et après, mercredi, il y a le multiplex de la journée entière. Voilà, ça enchaîne directement sur la dernière journée. Et du coup, comme je le disais, il y a la trêve internationale, ce qui est normal. Les joueurs ont besoin de repos, etc. Là-dessus, pas de problème. Il faudra surveiller aussi les cas de Covid. On en parlait hier, Yacine, tu te rappelles? Ouais. Et ensuite, il y a peut-être probablement le petit stage de quelques jours à Doha. Là aussi, il faudra voir avec le Covid, etc., est-ce qu'ils pourront se déplacer, etc. Donc, ça va aller assez vite pour reprendre, il me semble. Alors, je sais pas si, parce qu'habituellement, on reprend avec la Coupe en janvier. Je sais pas si ça va être le cas, vu qu'on fait un match juste avant. Mais c'est vrai qu'il y aura peu de temps pour préparer le match, Cédric. Et voilà, je rappelle, pour l'instant, juste une précision, pour l'instant, tu es prévu de reprendre le 9 janvier contre Lyon directement. Alors d'accord, donc la reprise, c'est Lyon directement. Normalement, c'est ça. C'est-à-dire que normalement, il n'y a pas. Justement, le tour de coupe, il a été mis avant, en décembre, pour ne pas reprendre comme d'habitude dès le premier week-end de janvier, en fait. Voilà, parce que d'habitude, évidemment, il n'y a pas de match de coupe à cette période. Hein. Enfin, décembre. Non, il n'y a pas. Et en fait, le 32e, d'habitude, il est le premier week-end de janvier. Ouais, donc Cédric, même question. Est-ce que selon toi, ça va être problématique cette préparation avec des départs à la CAN, avec un joueur blessé, qui est Neymar? Parce que on va pas se le cacher, hein, Neymar, s'il revient mi-janvier, il sera sans doute apte. Je vois pas Pochettino ne pas l'aligner. Donc ça veut dire que là, tu vas t'entraîner, tu vas aligner Di Maria à tous les matchs. Et ça se trouve, après la mi-janvier, retour de Neymar, retour de Di Maria sur le banc et rebelote en fait. Oui, enfin d'ici là, il peut y avoir d'autres blessés. On peut avoir, comme je dis, la trêve. Attention. On peut avoir aussi du recrutement, des ventes. Si on suit un petit peu tout ce qui se passe sur l'actualité transfert, ça peut bouger. Enfin, il y a des rumeurs dans tous les sens. Hein. Wijnaldum, pas Wijnaldum, machin. Enfin bref. Wijnaldum ne partira pas, je te le garantis. Kurzawa ne partira pas. Pierre ne partira pas. Personne ne partira. Non, mais bon. Sois-en sûr. Tu vois, les entraîneurs, les machins. Enfin bon, il peut se passer tellement de choses dans notre club, on le sait. Voilà, on a l'habitude. La CAN, pour Hakimi, effectivement, c'est problématique pour nous parce que on peut pas tester, comme le disait Yacine, une défense différente. Et quand bien même, je sais même pas si Pochettino le ferait. Le retour de Ramos, pas le retour de Ramos. Enfin, comme d'habitude au PSG, il y a énormément de problématiques. Tu sais que le milieu de terrain, avec ou sans Verratti, c'est pas la même chose. Donc, est-ce que Verratti sera là? Est-ce qu'il sera blessé? Est-ce que c'est toujours l'Arlésienne? Donc, on a toujours un match plutôt solide avec une équipe de ouf, etc. Et à 2 jours du match, on fait une rencontre contre Lyon-la-Duchère et on perd 3 joueurs. Donc, voilà, moi, je préfère être pondéré et mesuré et me dire, on verra. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Maintenant, si on arrive à arriver dans le bon timing avec tous les joueurs plus ou moins en forme, que Messi, la trêve lui fasse un petit peu de bien et qu'il parte au soleil, puisqu'apparemment il n'aime pas trop le temps parisien. Non, si, ce sera bon. Enfin, ce sera bon. En tout cas, on pourra faire un match consistant et être à la hauteur. Mais voilà, c'est le PSG. C'est le PSG. On a des surprises. Allez, dernière question et après je vous libère, messieurs. Selon vous, en cas de résultat négatif du PSG, une élimination prématurée en huitième de finale, est-ce qu'il y a pas un risque d'implosion? Quand je dis ça, c'est-à-dire que le coach dégage, Leonardo dégage, parce que ça serait vraiment une catastrophe nucléaire si avec le mercato que tu as fait cet été, tu te fais sortir. Quand bien même c'est face au Real Madrid, hein, qui est une grande équipe, hein. Mais à Doha, toi qui connais quelques personnes, Clément, à Doha, ça va faire plus que tâche l'élimination en huitième avec un Lionel Messi, avec tout ce qu'on a connu cet été, l'arrivée en grande pompe, etc. Quand on sait que toutes les caméras du monde étaient braquées sur le PSG cet été pour l'arrivée de Messi,
ça serait une tragédie, Clément, hein, en cas d'élimination. On va pas se le cacher. Mais en même temps, peut-être que ça peut permettre un renouveau et une autre façon de travailler. Et il y a déjà l'implosion sportive entre guillemets, parce que déjà qu'on joue comme des nuls à chier. Si jamais on perd contre le Real, ça va être mais n'importe quoi. Ça va être le carnaval. Il y aura plus rien. Il y aura plus d'efforts défensifs. Il y aura plus de système. Enfin, on connaît. Vous vous souvenez de après Manchester United, c'était un fiasco total. On jouait, c'était même plus du foot. C'était de la balle aux prisonniers. Enfin, c'était n'importe quoi. Je crois que Clément, d'ailleurs, c'était pire l'après Manchester que l'après 6-1 Barcelone. Mais largement. Parce que l'après 6-1, on avait le titre à aller chercher contre Monaco. Et on avait gagné quasiment tous nos matchs de fin de saison. On avait tout gagné, on perd juste à Nice, je crois, avec un carton rouge de Cavani, etc. Mais on gagne, c'est notre meilleure saison en termes de points, je crois. On fait 90 ou 92 points, enfin on gagne tout. Mais là, l'après Manchester, c'était fiasco. Et connaissant nos individualités aujourd'hui, etc. Il n'y aurait pas de reprise en main en cas d'élimination. Et tu as parlé des dirigeants et de Doha. Bah, évidemment que ça peut jouer. Ça peut jouer oui et non, parce qu'ils peuvent aussi se dire on va pas changer tu te rappelles, après la remontada, ils avaient décidé de pas virer Unai Emery. Ils peuvent se dire on va pas encore changer d'entraîneur. Si jamais ils arrivent pas à avoir Zidane, ils peuvent se dire on va pas encore changer d'entraîneur pour prendre X ou Y, etc. Ils peuvent se servir de Leonardo en tant que fusible. Le problème, c'est qu'ils ont une marge de manœuvre limitée parce qu'ils ont déjà pris tous les meilleurs joueurs, donc ils vont pas prendre. Ils ont, en termes de football et de mercato, de marché des transferts, ils peuvent pas non plus prendre Lewandowski, Haaland, les empiler. Ça aurait aucun intérêt. Non, mais c'est pour ça que je te disais que est-ce qu'en cas d'élimination, peut-être ils vont se rendre compte que c'est pas la bonne méthode d'empiler les noms, etc. Et qu'il faut vraiment un projet sportif, mettre quelqu'un qui a des vraies idées, des vrais principes à la tête de la direction sportive, un entraîneur qui est capable de gérer autant d'ego. Cette défaite, ce que je ne souhaite pas du tout, évidemment, là on fait du foot fiction, mais c'est vrai que ça peut aussi permettre de changer les mentalités, Yacine, non? Malheureusement, non. Alors, pour le coach, malheureusement, Pascal Duprat vient de signer à Saint-Etienne, donc on ne pourra pas remplacer Pochettino. Merde. Non, mais en fait, le problème du PSG, c'est que en fait, la politique sportive, pour l'instant, elle ne changera pas. Parce que le PSG, c'est pas, je l'ai déjà dit dans le podcast, et je l'ai répété au Club des 5, l'objectif du PSG, il faut gagner la Ligue des Champions. Mais ce n'est pas la priorité absolue comme ils veulent le faire croire. Voilà. Alors ça, c'était la théorie que tu avais développée chez nos amis du Club des 5 après le tirage au sort. Bah écoute, je te donne la parole si tu veux redévelopper ta théorie pour les. Je te coupe pas la parole, promis. Donc je redis ce que j'ai dit. Je donne un exemple concret, comme ça tout le monde comprend. Si aujourd'hui, on dit à Doha, l'équipe avec laquelle vous allez gagner la Ligue des Champions, c'est l'équipe de Chelsea. Par contre, avec l'effectif de Chelsea, tu veux dire ? L'effectif, ouais. Et par contre, évidemment, vous ne vendrez pas autant de maillots, vous ne serez pas numéro 1 en Asie. Le business, il va prendre un petit coup d'arrêt. Alors, c'est toujours… voilà, mais malgré tout, quand tu as Messi, Neymar, Mbappé et quand tu as Jorginho… tu parles de la visibilité, en fait, qui sera moindre avec l'effectif de Chelsea. Évidemment. Voilà. Et que tu dis à Doha, avec cette équipe, vous allez gagner la Ligue des Champions. Ou vous gardez votre équipe de stars. On peut jeter la pièce et se dire, il y a moyen de la gagner, mais vous ne la gagnez pas. Eux, ils continueront de rester là-dessus, pour plein de raisons. Il ne faut jamais oublier de pourquoi le Qatar est au PSG. Le Qatar n'est pas au PSG pour gagner des titres, ça fait partie du job. Mais il est là pour développer une marque et surtout pour faire ce qu'on a appelé du soft power, à savoir donner une image du Qatar positive. Voilà. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut jamais oublier que le PSG est en France, que les droits télé sont moindres que partout, que le sponsoring est moindre que partout, que la Ligue travaille moins bien que partout. Que les charges, Yacine aussi, que les charges sont beaucoup plus importantes qu'ailleurs. Comme il faut générer ton propre argent, si tu veux à un moment donné construire malgré tout une équipe compétitive, il faut que tu génères de l'argent. Et pour générer de l'argent, c'est le business. Et c'est pour ça aussi que, je crois que je l'avais dit la semaine dernière, mais si le jour où le PSG arrivera à mettre le sportif au niveau du marketing, là on est parti pour 5 Ligues des Champions, il n'y a plus d'adversaires. C'est pas la peine de vous prendre la tête avec le tirage. La Ligue des Champions, elle est réglée, on va défoncer tout le monde. Mais bref. C'est ce que le Real Madrid réussit à faire, lui. Hein. Ben oui, mais parce qu'ils ont une autre histoire, parce que c'est un club qui est plus vieux, parce que c'est un club qui est installé, parce que c'est un club aussi
faut le rappeler, même si c'est très loin, c'est le club qui a gagné les premières Ligues des Champions, enfin Coupe d'Europe des clubs champions. Donc c'est un club installé, c'est complètement différent. Maintenant, moi, c'est mon idée, je ne dis pas que ça va être la vérité. Pour moi, en fait, il y a une bascule avec la Coupe du Monde et le centre d'entraînement. Voilà. Pour moi, tu ne construis pas un centre d'entraînement top niveau pour juste faire venir Messi et Neymar et leur dire regardez, vous avez la balnéo sur place, la cryothérapie sur place. Tu construis un centre comme ça avec toutes les composantes du club, avec en plus toutes les composantes du club, je dis au sens large, judo, handball, football, toutes les sections sportives. Ouais. Voilà, centre de formation, équipe première, les terrains, le bâtiment, les chambres des joueurs, c'est-à-dire que les joueurs n'iront plus au vert à l'hôtel, ils auront leur chambre à l'année sur place, etc. Je pense qu'il y a une bascule, c'est-à-dire qu'il fallait faire grandir le club en termes de finances, en termes de visibilité pendant 10 ans. Si tu avais pu gagner la Ligue des Champions, encore une fois, je n'ai pas dit qu'ils ne voulaient pas la gagner. Oui, évidemment. On est d'accord. Si tu peux la prendre, tant mieux, et tu n'as pas été loin de la prendre. Mais ce n'était pas le drame absolu. Il y a une bascule après la Coupe du Monde et le centre d'entraînement. Pour moi, il y aura peut-être une remise en question. Parce que comme l'a dit Clément, tu as pris Messi, tu as pris Neymar, tu as pris Mbappé. À un moment donné, les grandes stars du football, il n'y en a pas 50 000. Et aujourd'hui, malgré tout, si tu sors de Haaland, Mbappé, bon, des jeunes… J'ai cru apercevoir Spider-Man au Parc des Princes. Est-ce que tu penses qu'ils sont dans le viseur de Spider-Man? Il est en négociation. Non, mais Ah, voilà. mais c'est intéressant, c'est intéressant ce que tu dis. Et d'ailleurs, quand ils avaient mis l'extrait sur Twitter, ça a fait beaucoup réagir. Certains étaient d'accord avec toi, d'autres te trouvaient complètement fou de se dire que comment un État investit autant mais ne veut pas gagner la Ligue des Champions. En fait, c'est intéressant. C'est pas qu'ils ne veulent pas gagner la Ligue des Champions. Voilà. C'est que ce n'est pas une fin en soi. Oui, voilà. Bien sûr, évidemment. En fait, c'est ça que les gens n'ont pas compris. Exactement. J'ai jamais dit qu'ils ne voulaient pas la gagner. Tu n'investis pas 1 milliard en 10 ans pour pas gagner la Ligue des Champions. C'est-à-dire, dans ton esprit, c'est pas forcément leur priorité. Aujourd'hui. Et moi, je voudrais, et on s'arrêtera là-dessus, je voudrais faire réagir sur ce que tu as dit, Clément et Cédric. Vas-y, Cédric, je te donne la parole. Non, enfin, c'est pas fou, c'est pas incohérent. Après, je pense qu'ils veulent gagner la Ligue des Champions, ça, il n'y a aucun doute. Maintenant, voilà, c'est pas une fin en soi. C'est plutôt ça, en fait, la thématique. Ils sont là pour gagner la Ligue des Champions, ils la veulent, mais c'est pas dramatique s'ils la gagnent pas, parce qu'à côté, il y a le merchandising, parce qu'à côté, ils font de l'argent, parce qu'à côté, il y a maintenant le centre de formation, parce qu'il y a plein de choses attenantes, et ils ont commencé à faire un gros développement, on commence à être structuré au niveau du club, pas au niveau de l'équipe première, mais structuré au niveau du club. Donc je rejoins en partie ce que dit Yacine. Maintenant, non, il faut bien que les gens comprennent. On ne dit pas que les mecs ne sont pas là pour gagner la Ligue des Champions, absolument pas. On dit juste que si, voilà, on la gagne pas, c'est pas dramatique pour eux. Voilà. A contrario, pour Nasser, c'est un peu différent, parce que lui, il veut vraiment la gagner. Tu vois, à chaque fois qu'on se fait éliminer, il a vraiment le seum, vraiment. Donc lui, à contrario, il veut vraiment la gagner, la Ligue des Champions, parce qu'il est plus investi, et puis lui, il est supporter du PSG depuis un petit moment maintenant. Donc c'est un peu différent. Mais du côté de Doha, je rejoindrai un peu ce que dit Yacine, dans le sens où voilà, c'est une des priorités, mais c'est pas la nécessité absolue. Voilà. Moi, je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Je suis pas du tout d'accord avec ce que tu dis, notamment sur Nasser, parce que Nasser, c'est pas le patron du PSG. Vous m'avez compris quand je dis ça. Évidemment, c'est une sorte de président délégué. Le club ne lui appartient pas. C'est pas son argent qui a été investi. Tu n'es pas d'accord sur le fait qu'il soit pas content quand on perd? Non, je dis pas ça. C'est quand tu dis que lui veut la gagner et qu'à Doha non. Non, c'est pas possible. Ça alors encore une fois, attention, on dit pas Doha non. C'est ça, faut bien. J'ai compris. On dit que c'est pas une fin en soi et que lui, perso Nasser, il a plus la grinta sur ça. Non, c'est pareil, c'est exactement la même chose. Et après, je te donnerai la parole à Clément. Je m'explique. Nasser fait ce que Doha lui demande. Après, quand tu es éliminé après un huitième de finale, un quart de finale, ce que tu veux, évidemment qu'il va pas se pointer devant les micros et dire ouais, non, c'est pas grave. Évidemment qu'il est déçu et je pense que c'est sincère. Je dis pas qu'il fait du cinéma, mais moi j'ai parlé avec des gens qui sont très proches de Nasser et quand je leur dis que en termes marketing, en termes de développement, de visibilité internationale, c'est formidable ce que vous faites, mais qu'à côté le sportif c'est zéro parce qu'il y a aucun projet, c'est pas structuré, etc. Eh ben dans la discussion qui a duré 20 minutes, 20 fois il m'a dit oui, mais on a été en demi et on a été en finale. T'as l'impression que
parfois, il se contente un peu de ça. Moi, je suis vraiment d'accord avec ce que dit Yacine. Ça, j'ai pas de problème là-dessus. Mais je suis pas sûr, encore une fois, que ça le traumatise et que ça l'empêche de dormir. Lui, il est éliminé en 8e. Il fait un changement. Quand il est éliminé en 2018-2019 par Manchester United, qu'est-ce qu'il fait? Il rappelle Leonardo pour essayer un peu de faire oublier la tristesse du parcours, l'élimination en 8e. Et pareil, il va te chercher. Là, il te ramène Messi parce que tu te fais sortir en demi-finale et que c'est une opportunité, etc. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Cédric. Voilà, c'était juste Le Mbappé Neymar, il tombe après la remontada. Voilà. Non, mais ça, il n'y a pas de souci. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il se sert d'échecs, pas pour réfléchir et se dire, faut plus faire ça. Mais là, ils refont les mêmes conneries. C'est-à-dire, on a perdu, allez hop, on va aller prendre Messi, tout le monde va être content. Mousse, t'as raison sur la politique Nasser, la politique que fait Nasser. Sur l'homme en lui-même, moi, je peux t'assurer qu'il vit très très mal les défaites du PSG en Ligue des Champions. C'est ce que je dis. Pour te dire, après la remontada, il a parlé à personne pendant une semaine. Aux personnes au club qui avait de nouvelles pendant une semaine. Et après Manchester, il a défoncé la porte du vestiaire. Je crois qu'on m'a dit qu'il y avait encore la marque sur la porte du vestiaire de Nasser qui avait défoncé la porte du vestiaire. Donc en fait, il retient pas les leçons. Il est très mal entouré. Et moi, vous savez ce que je pense du président Nasser. Mais l'homme Nasser, c'est un malade. Il vit très mal. Je suis d'accord, Clément. J'ai dit que. C'est ce que j'ai dit, hein. Oui, non, d'accord. J'ai aussi ajouté que, évidemment, qu'il est sincère quand il arrive devant les micros, qu'il est énervé. Et je suis sûr, évidemment, qu'après, même si j'ai exagéré, j'ai dit qu'il arrivait à bien dormir. Évidemment que ça doit le toucher. Mais malheureusement, comme tu l'as dit, Clément, il n'y a pas de réaction après. Ah non. C'est-à-dire, tu vois, tu fais toujours les mêmes erreurs qui produisent les mêmes causes. Et en fait, au lieu de t'en servir pour changer, modifier tout ça, tu refais pire chaque année. Il l'a dit, Yacine. Tu sors la remontada, Neymar, Mbappé, ensuite, etc., etc., etc. Tu empiles des noms, tu empiles des joueurs, mais le projet sportif, il n'évolue pas. Et c'est ça qui est malheureux. Voilà. Et juste pour qu'on peut clôturer là-dessus, c'est parce que en fait, on a un club aujourd'hui avec Nasser, avec Doha, etc., qui réagit dans l'émotion. Ouais. Et en fait, tant qu'ils n'auront pas compris que le côté émotionnel d'un match, il peut te faire des dingueries, en fait, on n'avancera pas. C'est là justement que tu dois prendre du recul et dire, ok, on est sorti. Pourquoi on est sorti? Qu'est-ce qui ne va pas dans l'équipe? Qu'est-ce qu'on a mal fait? Qui on doit recruter? Comment? Est-ce que les joueurs sont finalement compatibles les uns avec les autres? Voilà. Mais nous, on est dans l'émotion. Donc, comme tu l'as dit très bien, Mousse, c'est ok, bon, faut faire oublier ça. Qu'est-ce qu'on fait? Faites Messi. Il n'est pas compatible avec l'équipe, on s'en fout. Faites Messi, ça va faire un bordel. On va faire parler de nous pour les 6 prochains mois. Yacine, c'est le problème de ce club. Est-ce que tu peux rappeler brièvement ce qu'a fait Liverpool quand ils ont perdu en finale avec leur gardien? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ouais, ils ont pris un gardien, ils ont mis 70 millions, ils n'ont rien recruté d'autre. Voilà. Et après, ils la gagnent. Tu vois, le foot, parfois, c'est pas compliqué. Tu analyses tes faiblesses. Enfin, quand tu es en capacité d'analyser, tu analyses tes faiblesses, tu dis, bon, bah, c'est à cause de ça qu'on n'a pas gagné. Il faut qu'on remplace tel joueur par tel profil, etc. Malheureusement, c'est pas comme ça que le PSG travaille. Voilà, enfin, cette année, quoi qu'on dise, on prend quand même des latéraux, un gardien. Bon. Oui, mais c'est le problème de cette année. Le problème de cette année, c'est Messi. Pas en tant que joueur, en tant que nouvel arrivant dans un effectif où tu dois le faire jouer, où il correspond pas forcément à tout le monde, où il a passé 20 ans dans un système. Bref, le recrutement, en fait, il est bon jusqu'à Messi. Parce que tu prends Messi en espérant jouer comme Barcelone avec une super possession, mais Hakimi ne sert à rien dans ce dispositif-là. Donc, franchement, c'est pas. C'est dommage parce que justement, le recrutement, je le trouvais plutôt intelligent. Tu prends des latéraux, tu prends Wijnaldum, tu dis putain, tu dis ça y est, on a enfin compris. Ah mais Wijnaldum, Mendes, Hakimi, même Ramos dans une moindre mesure. Allez, on va dire, vas-y, ça passe. Donnarumma, évidemment, c'est compliqué de pas saisir l'opportunité, mais malgré tout, on va pas se le cacher, ça crée un problème malgré tout. Tu comprends? Et Messi, c'est le cherry on the cake. Là, ça déséquilibre tout. Et déjà que c'était pas facile avec Mbappé, Di Maria, Icardi et Neymar la première saison de truc. Là, tu lui rajoutes en plus Messi. Ouais. Alors, faut pas s'étonner que c'est compliqué après pour Pochettino. Je pense qu'on a fait le tour, messieurs. Vous me dites si vous rien d'autre. Comme en début d'émission, Cédric, nous on voulait quand même, comme on est des fans de Koh-Lanta avec Clément, obliger de conclure ce podcast. Mais c'est quoi cette finale honteuse, Cédric? Dis-nous ce qui s'est passé.
Et je suis sûr qu'il y a des infos exclusives. Ah, mais il peut pas tout nous dire. croustillantes. Il peut pas tout nous dire, Cédric. Mais il est cramé à Koh-Lanta, il le rappelle même plus. Non, c'est pas balance ça, tout, ça. frère. Non, mais les infos exclusives, croustillantes et tout, on a déjà eu tout ce qu'il fallait dans les médias. ALP a communiqué là-dessus en disant qu'effectivement, ils avaient enquêté et qu'ils avaient trouvé donc un petit groupe de candidats qui avaient effectivement outrepassé voilà, les règles de Koh-Lanta au niveau de la bouffe. Donc bon, on a vu plein de choses passer. Ils ont été dans un restaurant, ils ont eu de la bouffe sur le camp, il y a eu une histoire de pain au chocolat, enfin bon, il y a eu plein de choses. Démêler le vrai du faux, il y a toujours des extrapolations. Néanmoins, pour qu'ils annulent la finale, le gain et le gagnant, c'est que Cédric a mangé. Non, pas du tout, non, j'ai jamais mangé. Mais voilà, moi je juge pas parce que je suis pas envie, ça m'intéresse pas. Le seul truc qui moi m'a déçu, c'est que vrai, derrière, en fait, les gens maintenant viennent te dire, ah non mais attends, ça va, Koh-Lanta c'est pipé. Donc voilà, donc il faut pas Tu pour quelques tu peux personnes. nous confirmer, Cédric, Ouais. que, par exemple, dans ta saison, il n'y a pas eu ce genre de choses, Non, et que tu connais quand même la majorité des aventuriers. Ouais. Et je pense, moi, tu me diras si j'ai tort ou pas, Cédric, je pense qu'en fait, il y a eu un excès de confiance de la part Mais oui, parce qu'en fait, ce qui se des passe, stars de ce qui se passe cette saison, et notamment Claude, que j'adore. Hein. Ouais, Mais ouais. je pense que voilà, les mecs se sont dit, lui, Laurent, etc., on est des légendes, on va rien nous refuser. Et on est entre potes. Voilà. On est entre potes et tu sais ce que c'est. Quand tu es dans un premier Koh-Lanta, tu es à fond, tu es dans ta tête. Enfin, tu vois, même, on a eu l'occasion à un moment donné, il y avait des locaux. Nous, on va plonger avec Marc. Et en fait, quand on sort de l'eau, Marc parle avec un des locaux. Parce que Marc parlait la langue. Voilà, Marc fait tout, il était impressionnant. Et du coup, je dis, putain, mais tu parles? Il me fait, ouais. Je fais, mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Et il me dit, bah, il nous propose des gâteaux. J'ai dit, non, c'est pas l'aventure, hein, Cédric. Je fais, non, pas de problème. Donc, tu vois, on aurait pu, par exemple, là, grignoter un truc et tout. On l'a pas fait. En plus, je suis avec Marc qui, lui, tu peux lui parler de triche. Il va t'envoyer en l'air. Parce que Koh-Lanta, c'est vraiment important pour lui. Donc, non, on n'a pas eu cette problématique de tricherie ou quoi que ce soit. Maintenant, elle est aussi due de par la prod, parce que la prod, bah, à un moment donné, tu fais ça à Tahiti, c'est chez TE, c'est plus facile, tu mets que des potes, enfin tu vois, c'est à un moment donné, les mecs ils ont déjà fait 3-4 fois Koh-Lanta. Là tu fais le dernier, 20 ans, pas 20 ans, t'es avec les potos, vas-y, ça rigole, ça machin, il y a un côté humain. Donc ouais, bah Franchement, tiens, c'est vrai, on est dans d'accord. la rigolade. Il aurait fallu un peu renouveler un peu ça. Ouais, tu vois, par complètement. exemple, toi, ça fait longtemps que tu l'as pas fait. Moi, je Ouais. pensais, on en parlait tout à l'heure, à Yacine, que j'ai trouvé incroyable lors de ses aventures Koh-Lanta. Plus de stratèges pour essayer de bousculer un peu ce qui se passe. Ouais, parce que rapidement dans l'émission, franchement, si tu m'avais dit la finale, je t'aurais rapidement dit Laurent et Claude. Ouais, voilà, c'est ça. On a vite compris. Attention, C'est vrai que je voyais Hugo, moi, remporter les poteaux. Hein. Alors attention, à côté de ça, manger, pas manger, ça n'enlève rien à ce qu'ils font d'exceptionnel sur les épreuves, parce que ça reste très compliqué, etc. Donc ça, faut vraiment. Il y a la vie sur le camp, c'est compliqué. Ça hein. reste Tu très dors dur. mal, Maintenant, à c'est froid. vrai qu'on peut avoir une déception, qu'on a tous, nous aussi, parce qu'on se dit merde, putain, fait chier, en plus c'est les 20 ans. Bon, voilà. Mais c'est un jeu. Voilà, déjà, faut bien se repositionner là-dessus, parce qu'il y a les gens parfois qui partent en pipette sur les réseaux. C'est un jeu, il n'y a pas mort d'homme, il y a eu triche. À la fin, bon bah voilà, c'est réglé. Les 100 000 euros, c'est pour une association, c'est très bien. Voilà, ça finit bien sur ce point de vue-là. Il faut tourner la page. Et maintenant, sur les prochains Koh-Lanta, ne pas tout remettre en cause en se disant ah ils vont tricher, ils vont. Non, c'est un épiphénomène. Moi, je pense même, Cédric, je pense même qu'à partir du prochain, ils vont faire archi attention. Et je pense bien sûr. Ils ne laisseront plus rien passer, ce sera terminé. Parce que là, vraiment, déjà, moi, sur le mien, sur mon Koh-Lanta, on avait des personnes qui surveillaient le camp des caméramans, etc. Donc, nous, il n'y avait pas de possibilité de faire quoi que ce soit. Mais là, oui, ils ont dit qu'ils allaient renforcer encore plus la surveillance. Une seconde, Clément. Parce qu'après, dernier mot, il y a déjà eu des antécédents sur Koh-Lanta où il y a eu des petits incidents pour d'autres raisons. Et l'émission s'en est toujours remis, c'est toujours très bien remis. Donc, je me fais pas de doute que malgré ce petit incident, tout ça pourra reprendre. Je rassure les fans de Koh-Lanta. Ouais. Je pense plus, moi, un dernier truc, je pense plus à un truc. C'est, je connais très bien Denis. Et à mon avis, c'est celui qui a été le plus touché. Parce qu'il y a un petit côté trahison. Et je pense que voilà, je lui fais un petit clin d'œil.
Et parce que c'est un amoureux de cette émission. Il a grandi aussi avec koh-lanta pendant 20 ans. Il faut rappeler qu'il est là depuis le début. La première saison, c'était la voix off. C'était Hubert Auriol qui présentait, mais Denis était déjà là. Et voilà, donc je lui fais un petit clin d'œil parce que je sais que lui, ça a dû le toucher particulièrement. Denis Brognard, qui est un grand fan de sport en général. Donc, Stade Malherbe de Caen. Stade voilà. Malherbe. Donc, écoute, Cédric, hein, si un jour tu nous l'emmènes, c'est avec plaisir. Hein, pour qu'il débriefe je pense qu'il a un agenda de fou, mais je vais essayer. Je lui demanderai. C'est ton défi avant la fin de saison. Voilà, je veux rien savoir. Allez, Ok, je vais essayer. Yacine, je suis obligé de m'excuser auprès de toi, qui n'est pas du tout fan de koh-lanta, qu'on n'a rien à secouer et qu'on a gardé malheureusement encore 5 minutes de plus. On est désolé, Yacine. Non, pas de problème. On parlera tactique pendant 2 heures lors du Yacine, il fait pas koh-lanta, mais en attendant, lui, il vient me voir au club. Oui, mais moi, j'habite plus Paris, mon ami. C'est compliqué de faire. Tu vois. Pas d'excuses, Clément. Non, mais je vais venir. Là, mais là, t'es fermé en ce moment, d'accord, hein, ouais, je suis fermé. Ouais, je suis fermé pendant 4 semaines. Voilà. Écoute, en espérant qu'en janvier, tout revienne et nous viendrons en force le jour de l'ouverture. À la mano, quand vous voulez. Exactement. Super. Merci encore, messieurs. Merci Cédric. Oui. Merci Clément. Évidemment, merci Yacine. Yacine, il ne doit pas rester beaucoup de matchs avant la trêve pour le Real non plus. On va essayer de faire une minute coach avant un instant tactique du Real Madrid. Un match de Liga, on va essayer de faire ça, Yacine. Ouais. Moi, pour décrypter un peu le jeu, même si c'est dans quasiment 2 mois, c'est dans 2 mois le 8e de finale. Ouais, mais il y a des on en choses. fait un tout de suite pour remettre un peu en mémoire la façon dont joue le Real, et puis évidemment, on en refera d'autres peu avant le 8e de finale. Voilà, merci. Real Cadiz, je crois, Real Cadiz ce week-end, je crois, quelque chose comme ça. Ah ok, bah écoute, on va surveiller ça. Je vais à Bernabéu début janvier pour Real Valence, donc je serai en repérage. Ah bah voilà, bah, tu feras le podcast qui suivra juste après. Voilà, exactement. Ok, ça marche. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous. N'oubliez pas de liker, un petit commentaire, parler à votre entourage, à vos voisins, à vos amis de la chaîne YouTube. Il y a des interviews, il y a des podcasts, il y a des débriefs tactiques de Yacine. Et normalement, si tout va bien, dans la soirée, petite surprise pour vous. Vous me l'avez réclamé. Je l'ai fait ce matin. C'est l'ami Julien Cazard, une petite interview d'un peu moins d'1 heure qu'on mettra sur notre chaîne YouTube ce soir. Voilà. Merci encore. Et nous, on vous dit peut-être à la semaine prochaine, après le match de Coupe de France. Salut à tous. Ciao. Ciao.